Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. On se retrouve donc pour le deuxième épisode sur les vaisseaux spatiaux et entre-temps, j'ai assisté aux Utopiales 2024 qui m'ont donné plein d'idées pour cet épisode et pour le podcast et pour ma vie en général. Bref, dans cet épisode, on va surtout creuser quelles peuvent être les fonctionnalités d'un vaisseau. Alors encore une fois, comme dans l'autre épisode, je me suis beaucoup appuyée sur les articles du culte d'Apophis que je vous encourage à consulter si vous voulez y retrouver 3000 références au cas où votre liste de livres ou de films n'est pas assez longue, hein, ne me remerciez pas. Donc, on est toutes et tous d'accord pour dire que la fonction première d'un vaisseau spatial, c'est d'être un véhicule. Mais évidemment, il transcende cette fonction-là de bien des manières, sinon je ne serais pas en train de faire plusieurs épisodes dessus. C'est-à-dire que, certes, c'est un véhicule, mais les voyages peuvent être si longs que les passagers peuvent, dans certains cas, avoir tout le temps de créer un petit monde à l'intérieur. C'est le cas du célèbre vaisseau colonie, ou encore vaisseau générationnel, ou encore vaisseau arche, ou encore le vaisseau monde, ou encore l'arche stellaire. Normalement, je les ai tous faits. Il a pour but de transporter des générations successives de voyageurs, souvent sur plusieurs siècles, afin de coloniser une autre planète ou de voyager à travers l'espace lointain. Durant les Utopiales, il y a eu justement une conférence sur les vaisseaux générationnels avec Roland Lehoucq, Romain Lucazzo, auteur entre autres de Latium, et Adrian Tchaïkovski, auteur de Le Dernier des Aînés, Dans la Toile du Temps, etc. En effet, dans Latium et dans la Toile du Temps, on trouve des arches, des vaisseaux arches. Ah, cela, je crois que je ne les ai pas dit tout à l'heure. Bref, c'est un peu un objet indémodable de la science-fiction, le vaisseau générationnel. Jusqu'ici, on pense que la toute première personne à avoir fait intervenir le mythe biblique de l'arche de Noé, en fait, c'est Konstantin Tsiolkovsky, un scientifique russe pionnier dans l'astronautique avec son essai Le futur de la Terre et de l'humanité en 1928. Mais avant lui, Robert Goddard, un autre pionnier américain dans l'astronautique, avait exploré de façon très visionnaire l'exploration spatiale sur de longues durées avec des fusées à la propulsion gigantesque. Et ces idées qui étaient pas très prises au sérieux pour son époque, on les trouve dans son essai au titre assez évocateur, je trouve, L'ultime migration, paru en 1918. Mais l'objet de vaisseau générationnel a surtout été popularisé en 1929 par John Barnall dans son essai Le monde, la chair et le diable, dont les idées très ambitieuses quant à l'évolution de l'espèce humaine devenue prolifique grâce aux technosciences va marquer de nombreux artistes. D'un point de vue fictif, c'est Robert Heinlein qui va s'emparer de ces objets dans les années 1940-50 à travers ses nouvelles qui vont ensuite être publiées en 1963 dans Les Orphelins du ciel. Et ça va marquer un peu le début de ce mythe science-fictionnel qui est l'arche stellaire. On peut aussi citer le navire étoile de Edwin Charles Stubb, publié en 1951, et je vais pas vous citer toutes les œuvres de SF qui mettent en scène ce type de vaisseau, mais très récemment, on a eu le roman Je suis vaisseau d'Olivier Béranval, sorti cette année, dans lequel on trouve justement une arche stellaire. Et on voit que celle-ci, c'est une figure très vieille de la SF, mais qui est toujours réutilisée aujourd'hui. Même si, par essence, les vaisseaux générationnels sont des véhicules, ils deviennent des microcosmes, des sociétés, des petits mondes, comme le dit Romain Lucazzo durant la conférence, tant en fait la durée du trajet peut être incertaine. Et la SF, elle a montré à de nombreuses reprises à quel point le vaisseau générationnel pouvait être un levier narratif intéressant pour interroger nos dilemmes écologiques, sociopolitiques, socio-économiques, etc., qui nous préoccupent sur Terre. C'est pas pour rien qu'on appelle les vaisseaux générationnels des vaisseaux mondes. C'est parce que ils emportent justement un bout de terre avec eux. Et comme sur Terre, dans un vaisseau générationnel, mais un vaisseau tout court aussi, chaque ressource est comptée. Eau, nourriture, énergie, oxygène, tout ça doit être recyclé et géré avec une rigueur extrême. Et ça met en lumière un défi central. Comment maintenir un équilibre durable dans un environnement fermé où la moindre erreur peut être fatale.
Ce questionnement, il reflète directement nos propres dilemmes écologiques sur Terre. Sur notre planète, les processus qui alimentent nos besoins sont souvent invisibilisés. Extraction des ressources, production industrielle, gestion des déchets. Les vaisseaux générationnels, eux, ont souvent le pouvoir de rendre ces processus inévitables et visibles, et surtout de mettre en évidence l'illusion de l'abondance sur Terre et notre dépendance à celle-ci. Dans ces mondes clos, chaque décision, donc rationnement, reproduction, conflit, etc., a des conséquences immédiates et visibles. Et pour moi, ça a le don d'explorer la responsabilité collective à une échelle humaine, et ça nous invite aussi à repenser notre gestion des écosystèmes. Mais peut-être que ça, on pourra en parler plus dans le prochain épisode. Un autre aspect que j'aime beaucoup avec les vaisseaux générationnels, c'est qu'ils posent énormément de questions existentielles et qu'ils redéfinissent notre rapport au temps, mais aussi à l'espace. Comment vivre quand on ne sait pas si le voyage prendra une génération, un siècle, ou si même la destination sera atteinte? Comment donner un sens à une vie entièrement consacrée à un voyage dont seuls les descendants verront peut-être l'aboutissement? C'est facile dans un vaisseau générationnel d'oublier que l'existence est temporairement suspendue dans un voyage vers une destination que les personnages ne connaîtront peut-être jamais. Si les protagonistes ne sont pas en cryostase et continuent de vivre, de naître, de mourir, de créer des traditions et une toute nouvelle culture dans cet environnement clos, le vaisseau n'est plus un véhicule mais un foyer. Et c'est là aussi que je trouve que le vaisseau générationnel peut toucher au concept d'appartenance. Si finalement les humains sont si bien sur ces vaisseaux mondes qu'ils répondent à tous leurs besoins, pourquoi s'obstiner à s'installer ailleurs? D'autant plus que ça peut représenter plus de risques finalement. Un très bon exemple autour de ces questions, c'est justement Les Orphelins du Ciel de Robert Heinlein, où on est à bord d'un vaisseau générationnel qui voyage depuis des siècles vers une planète lointaine, mais à force de vivre dans le vaisseau, les habitants ont perdu la mémoire de leur mission initiale et même de l'existence d'autres mondes. En fait, ils croient que le vaisseau est l'ensemble de l'univers et ils sont plongés dans un état de superstition qui fait qu'ils ignorent être à bord d'un vaisseau spatial. C'est explicitement dit dans la 4e de couverture, je cite « L'univers ne mesurait plus que 8 km de long sur à peine 1,5 de large ». Et on peut se demander que devient une telle société quand elle perd le sens de sa destination. Et dans ce cas, est-ce que les humains peuvent s'approprier un vaisseau comme une maison ? Est-ce que finalement on est capable de s'enraciner dans un espace qui, rappelons-le, est clos et artificiel pour toujours ? Je trouve que ce choix entre rester à bord ou poursuivre le voyage fait énormément écho à nos propres dilemmes contemporains. Devons-nous chercher de nouvelles solutions à nos problèmes, une planète B par exemple, ou réapprendre à vivre de façon durable dans l'espace que nous occupons déjà et peut-être le seul qu'on aura? J'ai pas la réponse à ces questions, mais vous voyez que... si, pour la question d'avant, évidemment, je pense que... personnellement, il vaut mieux ne pas trop viser de planète B, mais par rapport à est-ce qu'on est capable de vivre dans un espace qui est pour toujours artificiel et clos, un environnement qui n'est pas fixe, je trouve que là-dessus, le vaisseau générationnel, il est très enrichissant. Et de toute façon, je trouve que c'est une figure très enrichissante sur plein d'aspects et qui nous fait poser plein de questions. Tout comme les maisons, les vaisseaux spatiaux peuvent être abandonnés, hantés ou être la scène d'une histoire d'horreur. Le vaisseau spatial peut faire office d'un décor. Et il n'y a pas de cadre plus propice à ça que le huis clos ou le space horror. Je rappelle, le huis clos, c'est un genre narratif où l'action se déroule dans un espace restreint et ou isolé, duquel les personnages ne peuvent généralement pas sortir. Et les huis clos sont très puissants dans les vaisseaux spatiaux. Le vaisseau spatial, c'est un cadre idéal pour un huis clos dû à sa nature intrinsèquement isolée. Contrairement à un huis clos terrestre, un huis clos spatial ajoute une dimension unique, l'angoisse existentielle liée à l'immensité de l'espace. Ici, le vaisseau est une barrière radicale contre un vide infini et mortel, et il n'y a aucune échappatoire pour les personnages. Et quand il y a une menace au sein même du vaisseau, genre une bébête qui s'est introduite, un générateur d'oxygène qui marche plus, ou des phénomènes paranormaux, l'angoisse provient autant de l'extérieur que de l'intérieur.
Le vaisseau devient à la fois le seul cocon vital et l'endroit le plus dangereux qui soit, et la frontière entre sécurité et danger est donc brouillée, voire inexistante. Il y a donc cette double tension qui fait que l'angoisse est extrêmement intense et efficace. Devrais-je encore citer Alien dans ce cadre-là? On a aussi les films Sunshine, Pandorum, et très récemment j'ai lu le manga en 3 tomes, Léviathan, qui est aussi un très bon huis clos spatial horrifique et qui explore aussi nos limites morales lorsqu'il s'agit de survivre collectivement ou pas. Mais tous les huis clos spatiaux ne se déroulent pas dans des vaisseaux en activité. La science-fiction a une certaine fascination pour les vaisseaux abandonnés ou les épaves dérivant dans le vide ou échoués sur une planète. Ils ajoutent une couche supplémentaire d'angoisse et sont très impactants dans l'imaginaire collectif. On a donc ces lieux parasités par le silence de l'espace qui incarnent des mystères non résolus, comme par exemple, pourquoi pas, une déchéance technologique. Et ça reflète toutes ces peurs viscérales de l'échec de la maîtrise humaine, l'impermanence de nos créations et la peur aussi de l'abandon. Des œuvres comme le jeu vidéo Dead Space exploitent ce trope en faisant de ces carcasses spatiales des labyrinthes où chaque recoin recèle une menace, qu'elle soit physique, technologique, psychologique ou même métaphysique comme dans Event Horizon. Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74, resserre l'angle. La baie de laquelle sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans. Vaisseau de commerce Torrens au départ de Saint-Clair, immatriculé MSV 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi 3 passagers pour le compte De la Weyland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Ici Waits, marshal de la colonie à Sébastopol. On a fait une problème ici. Marshall? Marshall, ici le Torrens. Répétez. Je pense que si les vaisseaux épaves sont si efficaces en termes d'horreur, c'est parce que, malgré le fait qu'ils aient été autrefois des triomphes d'ingénierie, des bêtes technologiques invincibles, et on en vient à l'âge d'or un peu des vaisseaux spatiaux, ils ne survivent tout de même pas à l'espace et à l'inconnu. Les vaisseaux qui sont la représentation de notre ingéniosité, lorsqu'ils deviennent des tombeaux, nous confrontent à notre propre fragilité, à notre propre finalité face à l'imprévu. Cet imprévu, il peut être simplement issu d'une défaillance technologique, pas forcément besoin de faire intervenir des extraterrestres. Parce que, d'autant plus que la technologie est censée nous assurer un contrôle total, et c'est encore plus effrayant quand elle nous échappe. Le vaisseau spatial, comme c'est un condensé de technologie et d'ingéniosité humaine, c'est à la fois un outil vital, mais il peut aussi devenir une menace en puissance. Une défaillance même minime peut être fatale, parce qu'en dehors de la Terre, dans l'immensité du cosmos, la moindre erreur peut être rapidement irréparable. Dès lors, le vaisseau spatial, censé être un instrument de maîtrise, de progrès et de conquête, devient quelque chose d'insaisissable sur laquelle l'humain n'a qu'un contrôle limité, voire aucun contrôle. Et si la technologie défaillit, ce n'est plus simplement un problème technique, mais un retour à l'implacable réalité de notre dépendance technologique. Dans cet environnement fermé, les solutions et les réparations deviennent des enjeux de vie ou de mort. Et quand la technologie échoue parfois, il ne reste plus qu'à espérer que le vaisseau pourra être réparé ou qu'un miracle viendra les sauver, ou alors les personnages doivent s'adapter en acceptant l'inévitable, mourir. Il y a encore une fois cette ambivalence où la technologie, la machine du vaisseau peut être soit salvatrice, soit menaçante. Le rôle narratif d'un vaisseau ne s'arrête pas là. Parfois, il est si important à l'intrigue qu'il en devient un élément actif dans la narration, voire un protagoniste. Et on peut se demander à quel moment un vaisseau cesse d'être un objet et devient une personne à part entière. Selon moi, il y a 3 manières d'en faire un personnage.
Premièrement, par la personnification, un peu à la manière des vaisseaux marins quand on y pense. La personnification, c'est quand on attribue des caractéristiques humaines à des entités non humaines, comme des animaux, des objets ou des idées. Les équipages projettent souvent sur leurs vaisseaux marins ou spatiaux des traits humains en leur attribuant déjà, par exemple, un nom, puis une personnalité et parfois même des émotions. Les équipages marins, par exemple, parlent souvent de leurs bateaux comme des entités presque vivantes, protectrices ou capricieuses. Ce phénomène, il se retrouve aussi dans la SF. Prenons par exemple la série Firefly, où le Serenity n'est pas qu'un simple vaisseau, mais un membre de la famille, de l'équipage. Et en tant que spectatrice même, on développe une sorte de relation intime avec le vaisseau. On le traite comme un personnage. La personnification peut aller plus loin. Par exemple, des sons, des lumières ou des dysfonctionnements peuvent être interprétés par les membres de l'équipage comme des sortes de murmures qui trahissent l'état d'humeur du vaisseau ou comme des tentatives de communication du vaisseau avec eux. Deuxièmement, le vaisseau peut devenir un personnage en étant incarné par une interface ou une intelligence artificielle qui peut parfois être réellement consciente et qui dialogue avec l'équipage. C'est le cas dans Latium de Romain Lucazzo, justement, où l'arche stellaire est incarnée par Plotine, une intelligence artificielle qui est le vaisseau lui-même. Un vaisseau conscient, intelligent, qui certes finit par s'incarner individuellement dans un corps, mais qui est initialement le vaisseau, un personnage. Mais il ne faut pas confondre IA et vaisseau spatial. Par exemple, dans la tétralogie Les Voyageurs de Becky Chambers, on suit notamment le personnage de Lovelace, une intelligence artificielle qui est née dans le vaisseau voyageur, mais c'est l'IA du vaisseau, ce n'est pas le vaisseau, bien qu'on puisse facilement confondre les deux. Aussi, j'y pense dans Alien, par exemple, on a Mother, qui est l'IA du Nostromo, mais qui n'est pas le Nostromo. Je voulais juste bien faire la distinction entre les deux. Ici, l'intelligence artificielle, elle peut transformer le vaisseau en entité pensante, avec ses propres objectifs, sa logique et parfois ses propres conflits avec l'équipage. Et à ce niveau-là, peut-on encore considérer un vaisseau comme un outil s'il est techniquement capable de prendre des décisions, de se rebeller, de désobéir ou de manipuler ses passagers ? Encore une fois, on revoit inévitablement des questionnements liés à la perte de contrôle sur la technologie et l'IA, comme HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est bon, j'ai pu intégrer ma ref, vous n'avez rien vu venir. Enfin, il y a quand même un troisième moyen de rendre un vaisseau protagoniste en le faisant littéralement vivant, en étant genre une vraie entité organique et biomécanique. On appelle aussi ces vaisseaux des bioships, ou des bio-vaisseaux, et même si les bio-vaisseaux ne sont pas forcément sentients, ils sont surtout composés de matière vivante. Les vaisseaux dits organiques sont plutôt rares dans la SF, mais ils sont quand même présents. Par exemple, dans la série Farscape, on a le vaisseau féminin, vivant et conscient Moya, qui tombe même enceinte et qui donne naissance à un autre vaisseau spatial. Zan, how much do you know about physiology? Not a great deal. Why? Do you know how they reproduce? Reproduce? Yeah, I think Moya's pregnant. That's why the particle's a biomechanoid. Yeah, it's a catalyst. A catalyst for pregnancy. Then Moya hasn't been trying to kill us after all. No, she's protecting her baby. Dans le jeu vidéo No Man's Sky, on retrouve aussi les vaisseaux vivants que l'on peut faire éclore grâce à des œufs. Et cet aspect organique et vivant du vaisseau ouvre la voie à des relations entre l'équipage et le vaisseau lui-même qui vont bien au-delà d'une simple interaction technologique et qui touchent parfois à l'intimité et à la symbiose. Prenons la série Babylon 5, avec les vaisseaux organiques utilisés par les Vorlon et les Ombres. Alors je sais pas si je dis Vorlon ou Vorlon, je vais dire Vorlon. Par exemple, on a le vaisseau de l'ambassadeur Kosh Naranek, un Vorlon justement, ou un Vorlon, bref. La structure du vaisseau, elle est d'ailleurs décrite comme une peau changeante, mais en fait le vaisseau de Kosh, en plus d'être vivant et d'éprouver des émotions, est une sorte d'extension de son propriétaire. La connexion entre Kosh et son vaisseau est si intime qu'on pourrait presque les considérer comme un seul et même être. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Dans un autre registre pour le moins intriguant, la saga des exilés de l'autrice Julianne May explore les liens symbiotiques entre des vaisseaux vivants et des humanoïdes. Ces vaisseaux, des organismes pleinement conscients,
peuvent littéralement se marier avec certains humains, formant des relations si profondes et symbiotiques que leurs partenaires sont appelés époux ou épouses du vaisseau. Ce type de relation, il interroge vraiment le rapport entre l'homme et la machine, peut-être jusqu'à parfois frôler la mécanophilie et la technosexualité, mais soit. À ce stade-là, pour moi, c'est même plus une personnification, c'est une humanisation du vaisseau. Et dans un environnement hostile comme l'espace, humaniser le vaisseau spatial n'est pas anodin. Ça peut être une stratégie psychologique de survie. Les personnages y projettent sur leur environnement un semblant de vie et de familiarité pour combattre l'isolement. Mais comme je disais, ça peut aussi refléter un questionnement plus profond sur la fusion entre l'homme et la machine. À quel point la technologie doit-elle devenir vivante pour que nous puissions nous y connecter émotionnellement, pour que nous puissions nous identifier? Et est-ce que finalement elle a besoin d'être vivante pour ça? Parce que nos projections mentales et nos processus d'humanisation le font déjà bien assez efficacement. Bref, le vaisseau spatial, qui soit en orbite ou à l'abandon, actif ou hors de contrôle, n'est jamais un simple décor ou un simple véhicule. C'est un amplificateur d'émotions, un révélateur des dynamiques humaines à une échelle individuelle et psychologique, mais aussi sociétale et culturelle. Le vaisseau spatial peut aussi être un personnage actif qui prend des décisions et qui peut faire partie intégrante de l'équipage qu'il transporte lui-même. Que ce soit pour explorer nos peurs de l'inconnu, nos relations au contrôle, des dilemmes moraux, des relations affectives, etc., le vaisseau spatial incarne l'un des théâtres les plus importants de la science-fiction. On peut y faire intervenir tous les personnages possibles, tous les genres possibles, des tragédies, des comédies, des drames, des romances. Il accompagne la science-fiction depuis ses débuts, et pourtant, cette dernière ne semble pas en avoir fini avec lui. Et on n'en a pas non plus terminé avec lui. Pour terminer cette trilogie d'épisodes, dans le prochain, on va parler de mégastructures spatiales, si on peut encore parler de vaisseaux spatiaux, mais ça va être un peu le sujet, et peut-être aussi du désenchantement actuel qu'on ressent dans la SF, mais pas que, pour l'exploration spatiale. Bref, j'ai l'impression que cet épisode était un petit peu plus court que les autres. J'espère que vous n'avez pas perdu cette habitude. Il y avait beaucoup trop de choses à dire dans cet épisode. J'espère que soit je vous ai pas laissé sur votre faim, soit je suis pas allée trop dans les détails. Mais j'ai dû faire... Il y a encore plein de choses à dire sur les vaisseaux spatiaux. J'ai dû vraiment faire des compromis. Surtout que... Je vous avoue qu'avec la thèse, c'est un peu compliqué d'écrire des épisodes plutôt exhaustifs sur un sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec vous. Encore merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me faire des retours, à laisser une note, à laisser des petites étoiles qui me feront très plaisir. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.